Donc, moi, à partir de maintenant, je ne vous vois plus. Donc, comme Jean-Philippe disait, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Je vais y répondre à la fin. Puis, si vous avez des questions que vous voulez poser à voix haute, même chose, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, je me présente, Maya Gauvreau. Je suis agente de projet au Centre d'écologie urbaine de Montréal dans le volet mobilité et aménagement. Et je suis aujourd'hui ici pour vous présenter, pour vous parler en fait de l'apaisement de circulation, de la sécurité des traverses routières et aussi des rues conviviales. Et tout ça adapté au contexte de l'avenue Victoria. Donc d'abord, je vais juste établir 3 objectifs pour la présentation d'aujourd'hui. La première chose que j'aimerais qu'on en arrive à la fin de cette présentation-là, c'est de comprendre les enjeux de sécurité pour mieux les cibler. Donc évidemment, là, je comprends que vous avez déjà ciblé des enjeux auparavant, ce qui nous mène à la présentation aujourd'hui, donc la sécurisation des traverses piétonnes. Mais dans le fond, c'est important aussi de cibler dans cet enjeu-là les sous-enjeux. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui pour arriver ensuite à mieux les cibler dans votre environnement. Une autre chose que j'aimerais atteindre aujourd'hui, c'est le fait de vous faire découvrir des solutions pour créer un environnement qui est plus sécuritaire. Et finalement, j'aimerais lancer des pistes de réflexion pour un potentiel réaménagement de l'avenue Victoria ou, enfin bref, pour le projet citoyen qui va émaner de ça à la fin. Donc, un peu pour guider les réflexions avant de proposer des projets. Donc, pour le déroulement, je vais commencer par vous présenter le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Ensuite, je vais vous présenter la sécurisation des traverses piétonnes et l'apaisement de circulation. Je vais ensuite passer aux rues conviviales et je vais finir en vous proposant des idées qui seraient adaptées à l'avenue Victoria, juste pour contextualiser un peu les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Et après tout ça, on va en venir aux questions s'il y a lieu. Donc, premièrement, le Centre d'écologie urbaine, en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Ça fait 25 ans déjà qu'on travaille avec les municipalités québécoises et notre but, c'est de transformer les villes de manière durable. Donc, le CUM, en fait, on conçoit et on réalise des processus participatifs qui sont adaptés et qui impliquent la communauté. Aujourd'hui, on est un bel exemple en vous impliquant justement dans ce projet citoyen-là. Notre mission, c'est de créer des villes qui sont écologiques, démocratiques et en santé. C'est 3 valeurs qu'on va vraiment revoir au cours de la présentation aujourd'hui. En termes d'impact, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de développer le pouvoir d'agir des citoyens parce qu'on croit que c'est vraiment ça qui est au cœur, en fait, de la création d'une ville à échelle humaine. Je vais revenir après au concept de ville à échelle humaine. Donc, bref, ce qu'on veut faire, c'est un aménagement et un environnement urbain qui est pour tous et pour toutes. Pour tout, pour tous et toutes. Ça, c'était difficile. Donc, à travers plusieurs projets, on fait ça et ce soir fait partie, en fait, des projets qui sont à cette image-là. Donc, en termes de ville à échelle humaine, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, ça se base sur vraiment 3 grands piliers. Le premier, c'est le fait que ce soit sécuritaire, donc une ville sécuritaire. On veut aussi que ce soit une ville inclusive et finalement une ville enracinée, donc qui est à l'image de sa communauté. On va donc entamer avec la sécurisation des intersections et des traverses piétonnes. Il y a 3 grands facteurs qu'il faut considérer quand on parle de sécurisation. Le premier facteur, ça serait le volume et la vitesse des circulations automobiles. Évidemment, le nombre de voitures puis leur vitesse a un impact important sur la sécurité. Je pense pas vous apprendre quoi que ce soit en vous disant que si les voitures vont vite, c'est plus dangereux. S'il y a beaucoup de voitures, c'est aussi plus dangereux. Et à l'inverse, si on réduit le nombre de voitures et si les voitures vont plus lentement, ça devient de plus en plus sécuritaire. Un deuxième facteur qu'il faut considérer, c'est le nombre de voies traversées quand on est à une intersection. Que ce soit pour les autres voitures, pour les cyclistes, pour les piétons, moins il y a de voies traversées, plus c'est sécuritaire parce qu'on a moins d'éléments à prendre en considération. Donc, évidemment, si on est à une intersection qui a seulement une voie de chaque côté, il y a moins de pour un piéton, il y a moins de voitures à regarder en même temps, il y a moins d'angles morts, donc c'est beaucoup plus facile de traverser en toute sécurité. Même chose pour les voitures d'ailleurs. Si on se retrouve, par exemple, à une intersection où est-ce qu'il y a 2 voies de chaque côté, puis on finit avec finalement 8 voies en tout et partout parce que c'est une intersection en 4 coins, ben ça devient un peu ardu de traverser sécuritairement parce qu'il y a des voitures qui peuvent arriver de partout, des piétons qui peuvent arriver de partout, des cyclistes aussi. Donc bref, le nombre de voies à traverser, c'est un facteur important.
Puis finalement, troisième grand facteur, c'est la visibilité de tous les usagers et usagères. Donc, on veut que tout le monde voit tout le monde, que les automobilistes voient les cyclistes et les piétons, que les piétons voient les automobilistes et les cyclistes la même chose. On veut vraiment que tout le monde soit en mesure de se voir pour assurer des traverses sécuritaires. Donc, en termes de solutions, la première, ça serait d'améliorer la visibilité des usagers, surtout les plus vulnérables. Quand on parle des plus vulnérables, on va souvent penser aux personnes aînées, on va penser aux personnes à mobilité réduite, aux enfants. Habituellement, si on considère ces trois grands groupes-là pour faire un aménagement, c'est pas mal sûr que notre aménagement va être sécuritaire pour tout le monde. C'est quand même logique, si l'aménagement est sécuritaire pour les personnes les plus vulnérables, il va nécessairement être sécuritaire pour les personnes qui le sont moins aussi. Donc souvent, on peut se baser là-dessus pour faire un environnement sécuritaire. Ensuite, on veut réduire le nombre de voitures et leur vitesse, parce que tantôt, on mentionnait que c'était un des facteurs importants. Donc, moins de voitures, moins rapide, plus sécuritaire. Et toujours dans la question de la diminution, on essaie de diminuer l'exposition des personnes piétonnes ou cyclistes aux voitures. Donc, soit physiquement en essayant d'éloigner, par exemple, les pistes cyclables ou les trottoirs des voies automobiles, ou en les protégeant physiquement avec des arbres, des bacs à fleurs, un coin cimenté. Bref, on essaie vraiment le plus possible qu'il y ait moins d'interaction entre les piétons, les cyclistes et les automobiles. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans un grand concept qui s'appelle l'apaisement de circulation que je vais vous présenter aujourd'hui. L'apaisement de circulation, c'est un aménagement urbain qui assure la sécurité des piétons et des cyclistes, mais qui permet quand même le déplacement des automobiles. Donc, le but, c'est pas d'éradiquer les voitures. On sait, en ce moment, elles font partie prenante de la ville, surtout sur l'avenue Victoria, elles sont très présentes. Puis ça serait un petit peu utopique là, de penser que du jour au lendemain, on peut fermer la rue aux voitures. C'est pas ça le but, mais on veut quand même assurer la sécurité des piétons et des cyclistes parce que entre ces trois types d'usagers-là, c'est eux les plus vulnérables. Ensuite, on veut créer un aménagement urbain qui privilégie les modes de déplacement actifs. Donc, encore une fois, on veut privilégier et prioriser les piétons et les cyclistes plutôt que l'automobile. Donc, pour l'apaisement de circulation, il y a plusieurs mesures qui sont visées. D'abord, on revient encore au concept de réduire le nombre de véhicules. C'est assez logique. Même chose, on veut encore une fois réduire la vitesse de ces véhicules-là. Et on veut transformer la rue en un espace de partage pour tous les modes de transport. Comme je mentionnais un petit peu plus tôt, le but, c'est pas d'éradiquer un mode de transport, mais c'est de faire en sorte que l'espace soit disponible pour tous et qu'il soit justement attribué. Donc, les impacts de l'apaisement de circulation, en fait, c'est que ça augmente la sécurité pour tout le monde. Donc, quand on priorise les piétons et les cyclistes, encore une fois, ça revient au concept de quand on priorise les personnes les plus vulnérables, ben, on assure une sécurité pour l'ensemble. Donc, ça, c'est le premier impact. Ensuite, ça vient réduire les nuisances qui sont liées à l'utilisation de l'automobile. Au sens où s'il y a moins de voitures, ben, il y a moins de circulation automobile, il y a moins de trafic, il y a moins de bruit des voitures, il y a moins d'odeur de gaz, il y a moins d'îlots de chaleur. Donc, il y a quand même beaucoup de nuisances qui sont reliées à l'automobile et s'il y a moins de voitures, évidemment, il y a moins de ces nuisances-là. Le dernier impact, c'est d'améliorer la qualité de l'environnement. Donc, évidemment, en rendant un environnement plus sécuritaire, ça le rend aussi plus confortable et ça le rend plus agréable à vivre. Donc, il y a des méthodes pour arriver à cet apaisement de circulation-là. Et la première méthode, c'est les déviations verticales. Donc, les déviations verticales, son but principal, c'est de ralentir les autos. Donc, des façons très simples d'arriver à ça, c'est des go-downs ou des traverses piétonnes surélevées. On voit sur les photos devant vous, là, à gauche, c'est un go-down, à droite, une traverse piétonne surélevée. Et visuellement, c'est très clair. Là. C'est donc surélevé, c'est peint en jaune. Il y a même un affichage pour que de loin, la voiture puisse savoir que ça arrive. Et la voiture n'a pas le choix de ralentir parce que si elle ne ralentit pas, ça crée un inconfort pour l'automobiliste. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà pris un dos down à grande vitesse, mais c'est pas quelque chose d'agréable, je ne le conseille pas. Donc, ça a pour but de ralentir la vitesse. C'est ça le point des déviations verticales. Au niveau des déviations horizontales, leur but, c'est de réduire la largeur des voies.
Si on réduit la largeur des voies, c'est prouvé que les voitures vont avoir tendance à ralentir parce que ils ont moins de place, donc ils doivent être plus alertes pour s'assurer justement de rouler sans rien accrocher. Donc, une façon de faire ces déviations-là, c'est notamment avec des saillies de trottoir, des refuges piétons, des chicanes. Puis sur les images en bas, là, ce qu'on voit totalement à gauche, c'est une saillie de trottoir. Donc, une saillie de trottoir, en fait, là, ça consiste à élargir le trottoir quand on arrive à une intersection. Ce que ça fait, ça, en fait, bon, comme on voit à gauche, là, ils l'ont verdi en plus, donc non seulement ça améliore la qualité de l'environnement en termes de verdissement, de beauté. Mais en plus de ça, ça élargit le trottoir et ça oblige la voiture, à ralentir parce que ça devient plus étroit. Mais si elle décide de tourner, elle va devoir faire un tournant qui est plus large et qui est donc plus sécuritaire pour les piétons. Un tournant qui va aussi être plus lent. Et les deux autres images qu'on voit, c'est plutôt des refuges piétons. Donc, des refuges piétons, en fait, c'est quand on a des traverses, surtout quand on a des traverses qui sont particulièrement grandes, on veut mettre des refuges piétons pour permettre aux piétons de faire une pause sécuritaire dans leur traversée. Donc, pour certaines personnes, ça peut sembler... On peut se poser la question de l'utilité de la chose, mais en fait, c'est souvent, ces refuges-là vont être plus pour les personnes plus vulnérables, qu'on mentionnait plus tôt, notamment les personnes à mobilité réduite, en situation de handicap, les personnes âgées ou les enfants, donc qui auraient besoin peut-être d'une pause dans leur trajet ou qui auraient peut-être pas le temps de traverser au complet, là, dépendamment du temps qui est alloué pour traverser la rue. Donc, un refuge piéton, ça peut être aussi une très bonne déviation horizontale. La dernière méthode qui est reliée vraiment à l'apaisement de circulation, c'est les entraves. Donc, les entraves, c'est un blocage physique. Donc, on peut penser à des cul-de-sac ou des terre-pleins. Donc, à gauche, on a un terre-plein, à droite, un cul-de-sac. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça vient empêcher totalement la voiture de passer. Dans le cas des terre-pleins, si on se fie à l'image qui est en bas, là, si on imagine, par exemple, une voiture qui serait dans les voies de droite et qui voudrait aller dans le stationnement à gauche, la voiture peut pas tourner n'importe où. Elle doit tourner dans les moments où il n'y a pas de terre-plein, où ça a été réfléchi pour ça. Et donc, c'est plus sécuritaire parce que ça vient un peu contrôler les déplacements des voitures. Ça nous amène aux rues conviviales. Donc, les rues conviviales, ça s'inscrit vraiment dans l'apaisement de circulation, au sens où c'est une rue qui est agréable, sécuritaire, efficace et confortable pour tout le monde. Donc ça vient reprendre des concepts de l'apaisement de circulation que je viens de vous présenter. C'est aussi un aménagement qui est centré sur les personnes plutôt que sur les véhicules. Donc encore une fois, le but n'est pas d'éradiquer la voiture. Comme on le voit sur l'image de droite, là, il y a une voie automobile, mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'espace qui est attribué aux piétons et aux cyclistes. Je vais prendre une gorgée d'eau. On voit notamment dans l'image à droite, qui est un très bon exemple de rue conviviale, qui a du mobilier urbain pour que les gens, donc des bancs ici, qui sont face à face pour que les gens puissent apprécier l'espace, ils puissent avoir des discussions, ils puissent se détendre. Il y a plein d'arbres qui viennent verdir l'endroit, donc ça offre des zones d'ombre, ça offre aussi, ça vient contrer les îlots de chaleur. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple de rue conviviale. On va quand même plonger un petit peu plus loin. De rue conviviale, à gauche, on a la rue Saint-Hubert à Montréal. Donc, en haut, vous avez le avant et en bas, le après. Si on regarde la rue Saint-Hubert, on voit qu'avant, c'était quand même large comme rue automobile, alors que en 2014, ils l'ont changé puis ils l'ont rendu beaucoup plus étroite. Comme je mentionnais plus tôt, plus une rue est étroite, plus les voitures vont avoir tendance à rouler lentement pour s'assurer de rien accrocher. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont repris certains espaces de stationnement pour créer des terrasses. Donc, ici, on voit clairement le priorise les personnes piétonnes ou les usagers des commerces parce qu'on leur donne de l'espace, on prend de la place de l'automobile pour leur donner cet espace-là. Dans la même vague, on voit que les trottoirs sont grandement élargis et il y a beaucoup plus de verdure, là, il y a plein de bacs à fleurs. Donc ça aussi, ça vient ajouter à... Mais c'est encore mieux quand il y a une qualité d'environnement qui vient embellir l'affaire et qui vient notamment contrer les îlots de chaleur. À droite, on a un exemple en Australie. Donc, même chose, en haut, c'est le avant, en bas, c'est le après. On voit encore une fois que la rue a été rétrécie de quand même beaucoup.
Il y a encore une voie automobile, il y a encore des places de stationnement, mais ça reste plus étroit. Les trottoirs sont grandement plus larges. On voit aussi qu'il y a une traverse piétonne qui est très claire, là. Elle est peinte en blanc frappant. Il y a de l'affichage qu'on peut voir de loin. Et aussi, on voit que cette traverse-là, elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite ou en fait à tout le monde parce que on voit que la traverse, elle est quand même abaissée, là. Elle est vraiment à la hauteur du sol. Il y a pas d'enclave ou rien là, pour les personnes qui seraient, par exemple, en chaise roulante. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est deux exemples qui sont quand même qui illustrent très bien le concept des rues conviviales. Maintenant, donc ça, c'est des concepts que je vous ai montrés, mais j'aimerais ça vous euh, donner des exemples sur la rue Victoria parce que, en fait, c'est ça qu'on veut savoir. C'est les projets citoyens vont avoir rapport à l'avenue Victoria. Et donc, j'aimerais concrétiser un peu tout ce que je viens de vous dire en le mettant directement sur la rue. Par contre, je veux juste faire l'avertissement que les propositions que je vais montrer, les idées que je vais montrer, en fait, ça reste des idées. Donc, c'est pas, en fait, à proprement parler, ce n'est pas des propositions. J'ai pas vérifié avec la ville si c'était dans leur budget ou s'ils pouvaient faire ça. C'est vraiment juste pour rendre ça plus réel puis plus concret, tous les exemples que je vous ai donnés. Donc, d'abord, la première chose qu'on veut faire quand on veut sécuriser une intersection, puis qu'on veut apaiser la circulation, comme je mentionnais plus tôt, on veut redonner une place d'importance aux piétons et aux cyclistes. C'est vraiment le premier volet. Puis pour faire ça, une des choses qu'on peut faire, c'est élargir les trottoirs. Comme j'ai mentionné plus tôt, ou comme on a vu dans certains exemples, élargir les trottoirs, ça donne plus de place aux piétons, mais c'est aussi plus adapté pour tous les types de population. On peut aussi penser aux familles avec des poussettes. Donc, c'est vraiment, ça donne plus de place au transport actif. Ensuite, ajouter une piste cyclable, même concept, ça rend possible les déplacements en vélo de façon sécuritaire. On peut aussi verdir les trottoirs à l'aide d'arbres ou de diverses plantations. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre l'espace beaucoup plus agréable, soit pour, même que ce soit juste pour un déplacement ou parce qu'on veut vraiment profiter de la place, ça reste que ça devient beaucoup plus agréable et ça offre des zones d'ombre aussi, là. En plein été, quand on marche, ça peut être le fun des fois d'avoir des petites zones d'ombre pour se protéger du soleil. Ensuite, toujours dans la même idée de redonner une place d'importance aux piétons et aux cyclistes, on veut venir ajouter du mobilier urbain. Mobilier urbain, je parle de bancs, je parle de tables. Le but, en fait, avec ça, c'est d'offrir des endroits pour se détendre, pour prendre une pause dans sa marche, pour profiter de l'espace. Mais encore une fois, on veut aussi créer des zones d'ombre ou des zones à l'abri du vent. Il y a des rues, des fois, qui sont vraiment des bons corridors de vent, puis c'est important de prendre ça en considération, puis essayer de créer des aménagements qui vont venir contrer ça, puis donner un peu, c'est ça, donner un abri, finalement, dans le chemin. Finalement, une autre solution, c'est d'ajouter des traverses piétonnes avec refuge, comme je vous ai montré. Si on l'applique à l'avenue Victoria. Donc ici, on a l'avenue Victoria et qui est traversée par la route 112. Ici, je vous donne des exemples de traverses piétonnes et de refuges. On voit dans la rue, ici, dans l'intersection, il y a juste le côté gauche qui a des lignes au sol. Ces lignes-là sont en train de disparaître tranquillement. J'imagine qu'elles vont être repeintes, elles sont repeintes année après année, mais ça reste que seulement un côté de rue qui a ces traverses-là, alors que ça serait plutôt pertinent qu'il y ait des traverses pour traverser à tous les coins. Ces traverses-là pourraient, par exemple, être un peu comme dans l'exemple plus bas, jaune, en carré, très éclatante. C'est très difficile à manquer dans ce temps-là. Puis, accompagné d'affichage, c'est encore mieux parce qu'on sait que ça arrive. Ensuite, l'image en haut à gauche, c'est un refuge piéton. Les traverses de l'avenue Victoria peuvent être quand même longues. Donc, ça peut être pertinent de créer un refuge pour faire en sorte que les personnes puissent prendre une pause en chemin ou si elles n'ont pas le temps de traverser au complet, qu'elles puissent s'arrêter à mi-chemin de façon sécuritaire. Toujours dans la même idée, on pourrait élargir les trottoirs. En ce moment, les trottoirs sont quand même étroits. Aussi, un des commentaires qui ressortait, c'était que les trottoirs à certains endroits sont craquelés. Des fois, il y a des trous. Donc, le fait de l'élargir, ben, c'est sûr que ça le réaménage. Ça lui donne peau neuve.
Puis, dans l'exemple qu'on a en bas, on voit aussi que ce trottoir-là, il y a des plantes, des bacs à fleurs qui viennent vraiment enjoliver le trottoir et améliorer l'expérience. On voit aussi en bas à gauche qu'il y a un banc, quand je vous parlais de mobilier urbain, là, donc des bancs comme ça pour, c'est ça, créer un environnement qui est plus convivial, qui donne le goût de s'asseoir puis de jaser, ou juste de prendre une pause au soleil. Ensuite, on pourrait, par exemple, ajouter une piste cyclable. La piste cyclable peut être simplement peinte au sol pour ajouter de la sécurité. Après, on peut ajouter, comme sur cette photo-là, là, des bacs à fleurs qui viennent créer une séparation physique entre les voitures et les cyclistes. Donc ici, je vous présente un exemple inspirant de ce volet-là. Donc ici, on regarde un exemple qui a eu lieu à Québec. C'est sur le chemin de la Canardière. Ça a été réalisé en 2018. Comme on voit sur la photo du avant, qui est en haut, c'est quand même imposant comme intersection. Elle est drôlement construite. C'est comme il y a comme 3 jonctions qui arrivent en un même point. Et on voit dans l'image en haut que les cyclistes et les piétons sont pas du tout, en fait, considérés. Il n'y a aucune traverse piétonne, il n'y a pratiquement pas de trottoir. Quand on regarde le après, on voit qu'il y a un changement important. Donc, les trottoirs sont vraiment élargis. La place publique à droite, elle est vraiment plus grande aussi. Mais aussi, même au marquage au sol, il y a des traverses très claires d'un point à l'autre pour permettre aux piétons d'aller partout de façon sécuritaire. Il y a aussi un ajout de feux de circulation qui est important et pour les piétons et pour les automobiles. Le deuxième volet, c'est de prioriser les transports collectifs. Donc, quand on parlait tantôt d'apaisement de circulation, on parlait donc de recentrer sur les transports actifs, mais il ne faut pas oublier les transports collectifs. Je sais que sur l'avenue Victoria, il y a un autobus qui passe. Donc, une des solutions pour ça, ça serait de réserver une voie pour l'autobus. Donc, ça peut être sur toute la longueur ou à des endroits clés seulement. Quand je parle d'endroits clés, ça peut être, par exemple, proche d'un arrêt d'autobus. Ensuite, on peut ajouter des abribus et encore une fois, du mobilier urbain, donc par exemple des bancs, pour rendre les moments d'attente plus agréables et aussi pour protéger des intempéries, là, pour protéger de la neige, du vent, de la pluie, quand on attend les transports. Encore une fois, on a l'avenue Victoria devant nous. Ici, on a un arrêt d'autobus. Il y a déjà un abribus, donc ça, c'est super. Et on pourrait, par exemple, décider de changer la voie de droite pour une voie réservée à l'autobus sur une certaine longueur seulement. Donc, par exemple, plutôt vis-à-vis l'arrêt d'autobus, on pourrait le réserver. Puis, comme ça, ben, l'autobus n'aurait pas à se mettre en ligne avec des voitures pour venir chercher ou déposer des gens. Ensuite, on veut ralentir les voitures et améliorer la qualité de l'environnement. C'était un autre des volets très importants de la sécurisation et de l'apaisement de circulation. Donc, pour ça, on peut ajouter des saillies de trottoir parce que, comme je disais plus tôt, une des façons de ralentir les voitures, c'est de réduire la largeur des rues. Donc, pour ça, on peut ajouter des saillies. On peut, encore une fois, donc réduire la largeur des voies automobiles, mais avec d'autres méthodes. On peut ajouter des chicanes. Pour ceux ou celles qui ne seraient pas ou qui sont pas trop sûrs de c'est quoi des chicanes, c'est un aménagement qui ressemble à un terre-plein, mais qui est placé de façon à ce que les voitures n'aillent pas tout le temps en ligne droite. Donc, par exemple, je sais que ils ont fait ça sur le nouveau aménagement de la rue Saint-Denis à Montréal, pour ceux ou celles qui seraient allés récemment. C'était qu'à certains moments sur la rue, il y a un genre de terre-plein qui vient faire en sorte que la voiture est obligée de prendre une courbe, ce qui fait en sorte que les automobilistes ont besoin d'être aux aguets en tout temps, puis ils ont aussi besoin de ralentir nécessairement parce que ça ne va pas toujours en ligne droite. Finalement, on peut transformer un espace de stationnement en placette, par exemple. Sur l'avenue Victoria, c'est peut-être moins approprié parce que de mes recherches, j'ai pas vu vraiment d'espace de stationnement sur l'avenue directement, mais ça reste que ça fait partie des solutions générales pour améliorer la qualité d'un environnement. Donc, quand on revient sur l'avenue, ici, on a le trottoir. L'image que j'ai mis en gros, c'est une saillie de trottoir, comme je vous parlais plus tôt. Ce que ça vient faire, comme j'ai mentionné, ça vient réduire la largeur de la rue, mais aussi ça fait en sorte que les voitures vont devoir prendre un tournant plus large et c'est plus sécuritaire pour les piétons. En même temps, souvent, les saillies de trottoir viennent élargir le trottoir et donc laisser plus d'espace aux piétons.
Ici, donc, c'est la rue Saint-Denis qui est en exemple, mais à l'avenue Victoria, on pourrait l'appliquer en mettant des traverses qui sont claires et en mettant, par exemple, des terre-pleins à des endroits clés pour encore une fois, sécuriser les traverses. Un exemple de ça, ce serait à Montréal. Bon, je vous ai donné l'exemple verbalement de la rue Saint-Denis, mais de façon plus concrète, je vous montre ici la rue Notre-Dame-Ouest. Ça a été réalisé en 2018. Donc, en haut, on voit la rue, on voit que, bon, il y a comme des tentatives de saillies de trottoir, mais elles sont pas super claires. Il y a des indications de traverse piétonne, mais il n'y a pas de traverse au sol. C'est pas, il y a pas de stop clair non plus. Donc, c'est comme, il y a une tentative, mais elle n'est pas optimale. Quand on regarde l'exemple du après, le changement est quand même drastique, là. D'abord, les traverses sont rendues peintes au sol, donc c'est beaucoup plus visible. Ensuite, les saillies de trottoir sont plus officielles, là, sont très claires avec le verdissement en plus, là, sont difficiles à manquer et donc ça vient rendre plus étroite la rue. On voit aussi qu'ils ont ajouté des bancs et ouais, ils ont ajouté des bancs là, pour créer des espaces d'attente, mais aussi quand on regarde à gauche, les bancs sont face à face, donc pour créer des espaces de discussion. Et finalement, ils ont même changé, dans cet exemple-là précis, ils ont changé le revêtement au sol à l'intersection. Donc, le pavé, comme ça crée, c'est moins fluide pour rouler dessus. Donc, ça force souvent les automobilistes à ralentir parce que c'est moins agréable de rouler vite sur du pavé comme ça que sur l'asphalte qu'on voit juste avant. Donc, avec tout ça, c'est quand même, bon, beaucoup d'informations. Mais pour faire votre projet citoyen, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir des bonnes réflexions avant, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on va faire un projet qui est vraiment à l'image de ce qu'on a réellement besoin. Donc, pour les pistes de réflexion, ça va en deux grandes catégories. La première, c'est le fait de redéfinir la hiérarchie de la rue. Pour faire ça, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. D'abord, on peut se demander qui est-ce qu'on veut prioriser. Pour se demander, en fait, qui est-ce qu'on veut prioriser, on peut se demander qui utilise la rue. Donc, on peut penser aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, aux enfants, aux familles, aux étudiants, aux cyclistes, mais évidemment, il y a aussi les automobilistes, il y a aussi les autobus. Donc, une fois qu'on a établi une liste très claire de toutes les personnes qui peuvent utiliser la rue, on peut se demander qui est-ce qu'on veut prioriser. Parce qu'évidemment, un aménagement va être super différent si on priorise la voiture que si on priorise les piétons ou que si on priorise les transports en commun. Donc, c'est vraiment important comme première réflexion de se demander qui est-ce qu'on veut mettre à l'avant dans un nouvel aménagement. Dans cette même réflexion-là, on peut aussi s'aider en se demandant quels usagers sont les plus vulnérables. Puis comme je l'ai dit à quelques reprises dans la présentation, si on crée un aménagement qui est sécuritaire pour les personnes les plus vulnérables, cet aménagement-là va être sécuritaire pour tout le monde. Donc ça aussi, ça peut être un très bon point de départ de réflexion. Une autre piste de réflexion qui est importante, c'est le fait de redéfinir les priorités. Donc ça aussi, ça amène beaucoup de questions, là. La première, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est une question qui est, je l'entends, très large, mais qui peut être subdivisée, si vous voulez, en sous-questions. Donc, on se demande qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la fluidité de la circulation automobile? Est-ce que c'est la sécurité des gens? Est-ce que c'est la facilité d'accès au transport motorisé? Est-ce que c'est la facilité d'accès au transport en commun, au transport actif, donc au vélo ou les piétons? Est-ce qu'on veut diversifier les activités de l'avenue? Parce qu'en ce moment, l'avenue, c'est très transitoire, mais est-ce qu'on veut donner un autre sens à l'avenue Victoria? Est-ce qu'on veut faire en sorte que l'avenue Victoria soit plus un point de destination? Que les gens veulent se rendre là et y rester plutôt que d'être seulement en mouvement. Donc ça, c'est aussi très important à se poser comme question avant d'en arriver à créer des projets. Donc c'est les deux pistes que je vous amènerai principalement pour vos prochains ateliers. Pour moi, ça fait quand même le tour. Je pense que je suis allée un peu rapidement, mais je regardais le temps en même temps.